Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents. Ça nous fait un immense plaisir de vous retrouver sur Bordeaux TV. Cette émission, c'est un peu comme le retour du printemps, le soleil qui brille, les arbres qui fleurissent et qui nous rappellent que la vie continue, les bons moments, l'envie de terrasse pour boire un coup avec les amis, la liberté de bouger, rencontrer des gens, échanger et puis surtout de se projeter, bref, d'avoir des projets tout simplement. Et c'est dans ces conditions que l'on s'aperçoit que la liberté nous est essentielle. Faut-il encore connaître les moments difficiles pour apprécier les choses simples de la vie? Grande question. C'est toujours intéressant de pouvoir le traiter avec des professionnels de tout ce qui est restructuration mentale. C'est-à-dire qu'on va travailler aujourd'hui avec des coachs, entre autres, des coachs qui vont nous parler de la difficulté que l'on a en général à se remettre dans le bain. Ça, c'est important. Donc, nous allons avoir sur le plateau plusieurs intervenants. Et là, nous allons commencer tout à l'heure avec une association qui s'appelle 60 000 rebonds, avec Valérie Gagné-Sibilo et Pierre Porchier. Valérie Gagné-Sibilo qui s'occupe de cette association qui permet aux chefs d'entreprise de rebondir après un échec. Et ça, c'est très très important puisqu'on a besoin de soutien pour toutes les difficultés que l'on a dans notre vie. Alors pour ça, il y a beaucoup de moyens aussi de se sentir bien. Nous avons la possibilité d'être coaché, bien sûr, hein, on le voit bien, des coachs, on a des coachs de vie, on a toutes sortes de personnes qui interviennent, mais on a aussi des coachs de voix. Et ce sera Florence de Benji qui va nous parler de ça, de ces coachs de voix. Et comment ça se passe? Comment mieux se sentir en chantant tout simplement? Et l'intérêt de la voix, effectivement, c'est qu'on peut la balader partout. Une guitare, faut l'emmener, un piano, faut l'avoir. La voix, on l'a avec nous et elle est toujours présente dans notre vie au quotidien. Nous aurons aussi, pour parler de tout ça, après une sexothérapeute, donc Carole Théodore, qui va nous parler de comment se remettre d'une rupture. Ça, c'est un grand sujet, comment se remettre d'une rupture, comment reconstruire sa vie en quelque sorte après une rupture. C'est pas simple, on dit toujours la maladie d'amour, mais effectivement, une maladie d'amour, c'est aussi quelque chose qui vous touche parce que vous êtes accro quelque part, et c'est aussi l'amour devient une drogue, faut pas que ça devienne une manipulation, faut que ce soit quelque chose qui soit bienveillant pour l'autre, et surtout, rien n'est jamais acquis, il faut toujours reconstruire, toujours appliquer des méthodes aussi qui font que nous nous entendons bien quelque part pour faire en sorte que la vie soit le plus belle possible. Ensuite, nous aurons une originalité. Nous allons aller en Corse. Parce que la Corse, nous, sur Bordeaux TV, on adore. On a travaillé beaucoup avec la Cantina, où nous avons fait la Semaine Corse. Et lors de ces rencontres de la Semaine Corse, nous avons rencontré beaucoup d'acteurs en Corse. Et nous avons voulu aller faire un saut, vous faire voyager un petit peu, justement, dans ce beau pays. Et tout à l'heure, nous serons à Bastia avec Aline Giamertini, qui, elle, est une femme qui fabrique des chocolats. Elle a énormément de talent. Et ces chocolats sont connus maintenant, on veut dire, pas dans le monde entier, mais presque, mais en tout cas de Corse, on arrive à faire plein de choses. Il y a du talent là-bas, on salue les Corses parce qu'on les aime beaucoup, hein. Voilà, à Bastia, à Calvi et ailleurs, vous comprendrez bien, aussi à Tao, là-bas, à Calvi, donc tout le monde connaît quand on est Corse, évidemment, où on va chanter, on va faire de la musique, justement, pour mieux se sentir, et ça, je peux vous dire que ça marche. Et tout à l'heure, nous aurons Anne-Charlotte Barbaresco de l'ADI, c'est pour le design en Aquitaine, on va parler de créativité, parce que c'est vrai qu'aussi, la créativité, c'est aussi dans l'entreprise. L'entreprise, on y passe beaucoup de temps, et tant qu'à faire, tout le temps qu'on passe en entreprise, ça doit être du bon temps. Et on doit créer, on doit être nous-mêmes, et surtout, on doit se faire plaisir, parce que c'est vraiment ça, le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est se faire plaisir. Et j'ai justement, pour me faire plaisir, on a invité, Valérie Gagné-Sibilo de l'association 60 000 rebonds, et Pierre Porchier, qui est chef d'entreprise et qui va nous parler de son expérience au sein de cette association. Bonjour, comment ça va Valérie? Bonjour, très bien, merci Karim. Merci d'être venu sur le plateau. Merci. Ça nous fait un grand plaisir de vous accueillir. Merci. Tous les deux. Merci Karim. Et nous allons parler de 60 000 rebonds. Alors 60 000 rebonds, qu'est-ce que c'est? Alors 60 000 rebonds, c'est une association qui a été créée pour accompagner les chefs d'entreprise après la liquidation, pour les aider à rebondir vers un nouveau projet professionnel. Et 60 000 rebonds a une deuxième vocation qui est de changer le regard sur l'échec.
Changer le regard sur l'échec. Alors, est-ce que quand on a déposé le bilan, on est encore, on n'est pas comme un deuil, carrément, où là, il faut remettre tout en question, tout remettre à plat, parce qu'on a l'impression, je vais être dur, d'être une merde. Mais c'est très difficile, en effet. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de choses qui aident, qui accompagnent les chefs d'entreprise à créer leur entreprise. Mais après, post-liquidation, il n'y avait rien. C'est pour ça qu'en 2012, 60 000 rebonds a été créé. Et 60 000 parce qu'à l'époque, il y avait 60 000 défaillances d'entreprise par an. Et les chefs d'entreprise sont à ce moment-là en très grande difficulté. Puisqu'ils ont perdu leur repère, ils étaient en pleine activité avec le téléphone qui sonnait toute la journée. Et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien, plus d'activité. Et on doit les accompagner dans ce rebond. Comment faire quand on n'est plus bankable? Voilà. C'est un peu ça, plus de relation en fait. Donc, Ouais, puisqu'on n'a plus d'activité, on n'est plus intéressant. Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, eh bien, comment on réagit? Alors, je vais passer la parole à Pierre, juste rapidement. Pierre, donc, une petite présentation rapidement. Donc, vous aviez une entreprise dans tout ce qui était carnet, je pense, la viande. En fait, moi, j'avais une entreprise, plusieurs structures agroalimentaires en Poitou-Charentes, avec une centaine de salariés. J'ai déposé le bilan en 2018 et donc j'ai rejoint l'association début 2019. Quel état d'esprit vous aviez quand vous avez déposé le bilan? C'était quoi l'état d'esprit? Je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez. En fait, il y a un gros sentiment de culpabilité. On se sent seul. On perd ses repères complètement parce que finalement, tout ce qu'on avait établi, mis en place, s'écroule. Et c'est en ça où l'association est intéressante, c'est qu'à un moment, moi je suis venu à l'association pour retrouver des repères, retrouver des marques et se reconstruire, parce qu'on est détruit, quoi. Vraiment, c'est une expérience de vie difficile. Très difficile. Et là, il faut rebondir et se servir de ça, d'une manière positive en disant... C'est un enjeu important, c'est un challenge en fait que je vais me battre pour pouvoir remonter la pente. Une chose est importante dans tout cela, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la famille par exemple. La famille, moi j'ai eu à ce niveau-là beaucoup de chance que tout le monde n'a sans doute pas eu, mais ma femme m'a soutenu. J'ai deux filles qui m'ont aussi beaucoup soutenu. Donc ça a été très important parce que autour, votre environnement, à part quelques très proches amis, mais quasiment tout disparaît. C'est quand même assez compliqué. C'est même très compliqué par rapport à tout ça, quoi. C'est quoi la méthodologie que vous utilisez chez 60 000 rebonds? Alors, la méthodologie, c'est un accompagnement qui est à la fois individuel et collectif. Donc, individuel parce qu'on donne à chaque chef d'entreprise qui vient et qui fait la démarche de venir à 60 000 rebonds. On ne va pas les chercher. C'est eux qui font la démarche de venir à nous, ce qui est très important. Ils ont cette volonté de vouloir rebondir. Et donc, on leur affecte un coach et un parrain. Donc, le coach va travailler sur toute la partie personnelle du dirigeant. Donc, c'est-à-dire l'aider à faire le deuil de l'entreprise, l'aider à reprendre confiance en lui pour se mettre dans une dynamique positive, pour ensuite pouvoir travailler avec le parrain sur son nouveau rebond professionnel. Et donc là, ça peut être de l'entrepreneuriat ou de la recherche de salariat. Tout dépend des personnes. Et à cet accompagnement individuel, il y a un accompagnement collectif qui est tout aussi important, puisque ça leur permet, lors de réunions mensuelles, de rencontrer d'autres dirigeants qui sont aussi passés par la liquidation judiciaire, d'échanger souvent dans des secteurs très variés. Et ça leur permet donc d'échanger entre eux, d'avoir vraiment une aide. Il y a énormément d'entraide. Et il y a des séances de co-développement où chacun présente son projet de rebond, et les autres personnes de l'association jouent le rôle de consultant. Donc, il y a un œil extérieur, un soutien avec toujours une bienveillance. Ça, c'est ce qui est très important. On va à 60 000 rebonds pour trouver un œil bienveillant à un moment où on est un peu bousculé de tous côtés. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un triple traumatisme, à la fois professionnel, personnel et financier. Donc, ça met un peu KO. Et dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec le Covid, etc., et d'ailleurs, il va y avoir pas mal d'entreprises qui vont être en difficulté. Aujourd'hui, les entreprises sont un peu sous perfusion. Il faut reconnaître que c'est plus facile. Donc, chômage partiel, aide, etc. de l'État. On peut dire que l'État soutient vraiment les entreprises aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? On ne va pas anticiper sur des choses, puisque tout le monde doit se restructurer aujourd'hui pour prévoir demain.
Comment vous envisagez-vous ça? Est-ce que vous avez des signaux, des alertes, des choses comme ça? Alors, on se prépare à la vague qu'on nous a annoncée. On sait qu'il va y avoir une vague. Pour l'instant, on se prépare en augmentant le nombre de bénévoles parce que l'accompagnement est fait par des coachs certifiés, des chefs d'entreprise en activité ou jeunes retraités qui sont des bénévoles. Et donc, pour l'instant, on se prépare en augmentant le nombre de bénévoles pour pouvoir accompagner les dirigeants qui vont arriver. Mais en effet, on n'a pas eu une hausse d'activité. On le voit de toute façon sur l'activité des tribunaux, qui, là, 60 000 rebonds, c'était 60 000 défaillances en 2012. En 2019, on en était à 52 000, donc ça baissait. Et en 2020, 32 000. Donc ça montre bien que, voilà, les chiffres montrent un peu que... comment ça se passe, quoi. On attend la vague, mais elle n'est pas là. Et peut-être, et j'espère bien, qu'il n'y aura pas ce genre de vague, parce qu'on a aussi une capacité à rebondir, et c'est, comme on le disait tout à l'heure, la solidarité qui fera aussi la différence. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cette collaboration avec 60 000 rebonds? En fait, moi, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est de rencontrer des gens qui avaient vécu un peu la même expérience que moi, parce que c'est quand même pas banal, et donc de pouvoir retrouver des repères à travers ça, à travers des gens. On se rend compte quand on vient à l'association, à travers les témoignages des uns et des autres, y a des gens qui ont vécu des choses peut-être des fois moins difficiles que vous, mais il y en a qui vivent aussi des choses encore plus difficiles que vous, parce que moi j'ai eu la chance de pas être caution, mais il y a des gens qui sont cautions, il y a des gens qui ont perdu leur famille, enfin bon, et donc petit à petit, ça permet d'aider à relativiser aussi sa situation et à commencer à se reconstruire. Enfin bon, moi, ça a été vraiment ce point-là qui était important, c'est de rencontrer des gens à ce niveau-là. Et puis après, l'encadrement qu'expliquait Valérie, avec d'un côté un coach, de l'autre côté un parrain, ça permet d'avoir un échange direct avec ces personnes-là qui... souvent le parrain, enfin moi en l'occurrence mon parrain c'est quelqu'un qui avait aussi vécu cette expérience, donc permettant de venir avec des conseils pertinents, parce que ça peut peut-être choquer des gens, mais de raconter la guerre quand on n'a pas vécu la guerre, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Que quand c'est quelqu'un qui l'a vécu, ça a plus de pertinence, quoi. Donc voilà, moi, l'association m'a vraiment apporté ces points-là et m'a aidé dans ma reconstruction. Et moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est, à travers ce genre de témoignages, à travers peut-être l'aide auprès de gens qui sont en situation, de pouvoir redonner ça. Ça fait aussi partie de la thérapie. Ça fait aussi partie de la thérapie. La thérapie, justement, c'est ça qui est important. C'est là où on parle de thérapie. Alors, combien de personnes vous avez aidé au niveau de l'association? Alors, l'association qui est née à Bordeaux est maintenant présente au niveau national. Donc, sur l'année précédente, on a accompagné près de 700 entrepreneurs avec plus de 1000 bénévoles. D'accord. C'est quoi? Est-ce qu'on peut parler en termes de résultats derrière, entre guillemets? Alors, on va pas parler de tour de réussite, c'est pas tellement ça, mais les réussites que vous avez, donc d'abord sont valorisées, on le voit parce que ça c'est vraiment le résultat, mais c'est quoi la proportion grosso modo Alors en fait, déjà dans les personnes qu'on accompagne, on les accompagne pendant une durée de 2 ans, et pendant cette durée de 2 ans, si vous voulez, au bout de ces 2 ans, soit ils ont trouvé un poste s'ils repartaient dans le salariat, et on attend pour ça à la fin de la période d'essai pour les considérer comme ayant rebondi, ou soit ils ont de nouveau créé une activité. Et si c'est ça, on les suit au-delà. Alors, on a à peu près des chiffres avoisinant les 90% de réussite, étant donné qu'il y a très peu d'abandon. On a des comités d'agrément où on valide justement à certains points. C'est tout un process. Il faut que le chef d'entreprise accepte de suivre ce process, sinon on ne l'agrée pas. Et on l'accompagne dans la durée. Alors, dans la durée, il va avoir des hauts, des bas, parce qu'il arrive à un moment fragilisé. Il va y avoir le travail avec son coach, le travail avec son parrain. Mais au final, il repart sur une nouvelle activité. On parlait tout à l'heure de problèmes financiers. Évidemment, quand on a une liquidation, on a des problèmes financiers. Personne n'est là pour vous soutenir, surtout pas les banques. Vous êtes coté à moins je ne sais pas combien. Vous essayez d'avoir un prêt, c'est même pas la peine. Vous êtes en découvert. 0,50, 0,60. Voilà, 0,50, 0,60. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'avoir on peut plus ouvrir un compte dans une banque. Voilà. Vous n'avez même plus le droit de manger d'ailleurs. Mais
effectivement. Alors, comment ça se passe là, à ce niveau-là? Mais l'accompagnement se fait aussi avec des experts qui sont là pour essayer d'accompagner les chefs d'entreprise pendant toute la procédure post-liquidation, pour les aider Mais c'est sûr, et il faut avouer qu'il y a des chefs d'entreprise qui restent quand même avec des cautions importantes et qui vont subir les soucis de leur liquidation pendant de très nombreuses années. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est aux chefs d'entreprise, c'est d'aller dès les premières difficultés, essayer de demander de l'aide dans les tribunaux ou autres, pour savoir s'arrêter à temps. Mais bon, après, c'est pas toujours évident. Non. Le mieux pour ne pas être en liquidation, eh bien, c'est de faire en sorte que son entreprise fonctionne le mieux. Alors, évidemment, c'est pas évident parce que quand on est pris dans cette espèce de spirale de l'emmerdement, eh bien, on a du mal à s'en sortir. Pourtant, beaucoup d'entreprises déposent le bilan alors qu'elles ne devraient pas le faire. Parce que le but, c'est quand même de faire de la prévention. Parce que plutôt que quelqu'un soit dans cette difficulté avec toutes les compétences qu'il a, comment on peut faire pour éviter qu'il liquide? Est-ce qu'il y a une phase intermédiaire où on peut maintenant, avec les tribunaux de commerce, etc., faire en sorte que le patron ait des chances de survie? Il y a des étapes. Le mandat ad hoc, par exemple, c'est une étape d'encadrement avec un administrateur. Nous, on a vécu, moi dans mon cas par exemple, on a vécu pendant 2 ans sous mandat ad hoc. Donc là, vous avez un administrateur qui vient vous accompagner. Il vous accompagne comment? Il vous accompagne bien? Il fait quoi? C'est quoi son rôle? En fait, quand on dit accompagner, c'est quoi? Il participe à l'activité de l'entreprise et aux décisions de l'entreprise. Et c'est lui qui, à un moment, prend la main et qui prend la... En fait, il devient le tampon entre vous et les banques. D'accord. Ça permet de rassurer les banquiers et ça permet de faire un état des lieux de l'entreprise, de voir sa viabilité. Bon, nous, il y a beaucoup d'entreprises qui passent sous mandat ad hoc et qui repartent derrière. C'est ça. Nous, on était sur un modèle économique qui fonctionnait plus, donc on a été au bout. Mais vous avez des étapes d'accompagnement pour les entreprises. Maintenant, si vous êtes sur un modèle économique qui fonctionne plus, je veux dire, si vous êtes photographe. Vous avez beau faire des super photos comme vous voulez, il y a un moment, les photos, tout le monde fait des photos avec son appareil photo. Donc, faut se renouveler, il faut faire autre chose. Bon, nous, on n'a pas trouvé le chemin de ça, et donc on a été, voilà. Très bien. Donc, vous qui nous écoutez, vous pouvez nous envoyer des messages sur le Facebook. Peut-être des personnes ont des problèmes ou des soucis à régler, justement, et qui veulent, pourquoi pas, rencontrer une association comme 60 000 rebonds. Comment, Valérie, on fait aujourd'hui pour vous contacter et quels sont les critères de sélection? Alors en fait, pour être accompagné par 60 000 rebonds, il faut avoir connu la liquidation judiciaire, c'est-à-dire ne plus avoir d'entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 60 000 rebonds est là pour aider le rebond du chef d'entreprise et pas à sauver l'entreprise. Il y a des structures justement d'accompagnement pour les difficultés des dirigeants. Je pense au centre d'information et de prévention, les CIP, je pense aux tribunaux qui ont des réunions en amont, des choses comme ça. Nous, vraiment, on est là pour aider le chef d'entreprise dans son rebond lorsqu'il n'y a plus d'entreprise. Donc déjà, c'est la première chose. Et ensuite, il faut que le chef d'entreprise ait liquidé depuis moins de 2 ans sa structure pour qu'il soit justement dans cette phase de rebond. Et ensuite, il nous contacte via le site internet. On peut être bénévole ou bien être accompagné. Et de là, il est recontacté pour remplir un dossier, avoir un agrément, etc. C'est quoi les compétences et les qualités qu'il faut avoir pour faire votre métier? Oh Alors... la question, la colle. C'est un métier, déjà je pense qu'il faut de la bienveillance parce que c'est vrai qu'on a le premier appel un peu difficile de gens parfois en grande difficulté. Et après, il faut gérer des bénévoles dont les profils sont très diversifiés, mais c'est quelque chose de passionnant parce que justement, on est en contact avec une multitude de personnes et puis surtout, on voit les chefs d'entreprise arriver en difficulté, mais on les voit aussi repartir. Et là, ça, c'est ce qui est fabuleux. Je rajouterais une chose par rapport à ça. Je trouve qu'il leur faut aussi beaucoup de tolérance parce qu'en fait, on se rend compte... par exemple, on organise des réunions régulièrement. Bon, il y a des gens pourtant qui n'ont rien à faire, qui arrivent avec beaucoup de retard. Mais il n'y a pas de réflexion par rapport à ça. Il y a des gens qui viennent aux réunions de façon très irrégulière. Et finalement,
ça fait aussi partie du process, et je trouve qu'il y a un dosage à ce niveau-là qui est intéressant, d'à la fois inciter les gens à participer, parce que moi, et là, en tant que personne qui a eu cette expérience, je trouve que c'est important de ne pas s'isoler, donc de rentrer dans des associations comme ça, c'est très important, mais en même temps, on est tellement secoué qu'il faut une certaine dextérité pour manier ça, et ça demande beaucoup de tolérance de la part des encadrants, quoi. Oui, il y a un cursus en fait, tout au long du rebond du chef d'entreprise, il y a tout un cursus, et donc il va passer par différentes phases, et il faut respecter ces différentes phases, et on est là pour l'accompagner au mieux. Et ça, c'est pas facile, parce que faut doser ça. Qu'est-ce que vous faites maintenant, Pierre ? Moi, aujourd'hui, j'ai repris mon bâton de pèlerin. Je suis resté dans mon secteur d'activité parce que je me suis posé des questions pendant pas mal de temps en disant est-ce que je change pas. Alors, le problème de changer, c'est il faut de l'argent et du temps. Alors, du temps, je commence à vieillir, donc j'en ai de moins en moins, puis de l'argent, j'en avais pas. Donc, je me suis dit, tant pis, on va rester dans ce qu'on sait faire et se servir de son réseau. Et donc, je travaille comme agent commercial sur le marché européen, c'est-à-dire que j'aide des entreprises étrangères à vendre sur le marché français, et à contrario des entreprises françaises à vendre sur d'autres pays d'Europe. Voilà. Bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Alors restez pour l'instant, puisqu'on va donc accueillir, on va aller en Corse là maintenant. Donc on va aller voir Aline Giamertini qui nous fait des chocolats corses. Nous l'avons en visio normalement, en régie. Et comment ? Tu l'appelles. Donc on est un petit peu en retard. Alors avant, on va vous montrer ce que nous a fait le traiteur, ce que nous fait un traiteur ici qui s'appelle Tendance. Les chocolats sont virtuels ou... Alors les chocolats, on va pas les manger, mais le traiteur, c'est Tendance et Tradition à Saint-Sulpice, donc et Camérac. Et je tenais à montrer ce qu'il faisait. Tiens, merci Romain de nous amener ça. Donc voilà, ce traiteur, parce qu'il faut faire la pub aussi des gens qui font du bon boulot. Et ça, c'est un peu notre rôle aussi sur Bordeaux TV. Regardez, alors donc ça, c'est des choses. Là, on va les laisser là pour que vous puissiez les filmer au niveau du cadrage. Alors juste comme ça, quand même. Voilà, et donc ça c'est un traiteur qui est à Saint-Sulpice et Camérac et qui s'adapte à la situation aujourd'hui de la crise sanitaire. Et je crois qu'il faut le saluer parce que c'est quelqu'un qui est efficace, exceptionnel et surtout qui nous fait bien à manger. Et ça, manger... C'est important. C'est important, voilà. Donc, voilà. Et donc là, on va aussi parler, pendant que je le peux, du Passage Saint-Michel. Passage Saint-Michel, c'est un restaurant qui est situé, vous le verrez, sur la place Saint-Michel, donc à Bordeaux, et qui est un restaurant qui s'investit beaucoup pour aider les étudiants. Donc, vous pouvez retrouver leur site internet, Passage Saint-Michel, et vous avez donc des repas offerts aux étudiants. Et ça, c'est une très bonne démarche, je trouve, qui nous permet aussi de se dire que il faut on peut compter sur des gens aussi qui s'investissent. C'est pas parce qu'ils sont dans le business aussi qu'ils sont renfermés sur eux. On a beaucoup d'autres choses aussi. On a Franck Chomès aussi qui a fait des choses aussi pour aider les personnes en difficulté. On a pas mal d'associations qui le font. Il suffit de regarder sur les réseaux. Et ça, je crois que la solidarité, c'est quelque chose qui est très important dans ces moments difficiles. Voilà, donc maintenant, nous allons aller joindre Aline. Je pense qu'elle est en visio. Elle répond pas pour l'instant. Eh bien, c'est pas grave. On va passer directement à une autre sorte de coaching, si vous voulez bien. C'est avec Florence de Benji. Florence de Benji, elle est coach voix. On va la voir sur le plateau. Mais avant, on va regarder un de ses clips. À tout de suite. Precious Lord, take my hand, lead me on
tired. I am weak. I am wild. Through the storm, through the night, lead me out to the light. Take my hand, precious Lord, lead me out. Alors j'avais envie de rendre un hommage à Mahalia Jackson, qui est la première chanteuse de gospel, qui a popularisé le gospel. Et notamment, elle est venue en France. Et je trouvais ça assez chouette de pouvoir faire un hommage Frenchy et de mêler aussi mon univers en tant qu'auteur-compositeur. Donc l'idée, c'était de croiser nos deux mondes et de pouvoir en faire une voix. Je ne veux plus Joe, on arrive là. Je ne veux plus Joe, revenir là-bas. Viens et viens, reviens-moi, j'en ai besoin. Viens et viens, reviens-moi, c'est le destin. Quand Florence m'a parlé de ce projet sur Mahalia Jackson, je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faut que je dise au monde, il faut remettre la BAM, la musique noire américaine et la musique africaine au premier plan. Voilà. Et donc moi j'ai essayé, malgré tout, avec un héritage de blanc, de m'imprégner au maximum des mélodies que m'a amené Florence pour créer un univers qui serait un mélange et un appel à la reconnaissance de la musique noire. Gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my burden down by the riverside. 3101. Cette histoire est finie, mais c'est swing est bien triste. Je n'ai plus qu'à partir loin d'ici, vers mon Mississippi, qui ne sera plus triste, car je reviens vers mes chères racines. Trouble the water. Who's that young girl dressing red? God's gonna trouble the water. Let's be the children and the Israel. God's gonna trouble the water.
da 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 day, dub 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 dee doo da 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 dee doo dee, da 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 dee doo dee doo doo da 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 dee 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 da da. Écoute cette mélodie et vois comme elle respire. Écoute ces harmonies, c'est le gospel sweet. Écoute cette folie, c'est le Mississippi. Écoute ce gospel dream, c'est le gospel dream. Et voilà, nous voilà de retour sur notre plateau avec nos deux invités dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec Florence de Benji qui est coach voix mais aussi chanteuse comme vous avez vu dans ce clip, toute cette énergie qui est déployée, qui donne envie de vivre, de s'exprimer, de souffler et tout ça. Et nous avons aussi Carole Théodore qui elle est sexothérapeute, pardon, je vais y arriver, où nous parlerons aussi de comment se remettre d'une rupture. Bonjour hein, Carole. Bonjour. Ça va? Oui, merci. À tout de suite. Je vais commencer par toi Florence. Alors, pourquoi la voix donne toute cette énergie? Pourquoi cette force intérieure vient de cette voix, de cette communication? Alors, déjà, tu te rappelles, la voix, c'est génétique. Donc, c'est un timbre, hein, c'est une racine, c'est notre ADN. Donc, l'ADN, il y a toute une puissance vibratoire. Pourquoi la voix, elle a un pouvoir? C'est qu'elle nous permet de nous exprimer, elle nous permet de guérir, de communiquer, mais aussi d'avancer dans notre vie. C'est pour ça qu'on dit souvent traverser sa voie VOIX pour aller vers sa voie VOIE. Donc c'est assez extraordinaire. Alors on parlait tout à l'heure, on était avec 60 000 rebonds, on parlait de remotivation, de se retrouver soi-même. En quoi, bien justement, de faire du chant va nous apporter de la gaieté et nous orienter aussi dans un sens positif? Alors, chanter, ça crée de l'endorphine, hein. Ça permet effectivement de se connecter au plaisir, à la joie intérieure et de s'ancrer. Donc de s'ancrer dans le moment présent, dans une réalité. Donc de se sentir à sa place. Donc chanter, se libérer, ça permet vraiment aussi de se connaître mieux et d'avancer voilà, pour se sentir mieux et avancer vers une autre dimension peut-être de nous-mêmes, ouais, une autre voie. À quel moment on peut aller voir un coach voix? C'est dans quelles conditions en fait? C'est quand on est déprimé, quand on a un changement de vie, ou alors tout simplement tout le temps, quand voilà, ça vous prend, vous dites tiens, je vais aller chanter pour me faire du bien, tout simplement. Alors, il y a toutes les dimensions, hein, il y a toutes les manières, mais on peut... alors, l'idéal, c'est de venir quand on est bien, parce que ça fait toujours du bien, et même d'anticiper si à un moment ça va moins bien. Mais j'ai des personnes voilà, en transition de vie qui permettent de pouvoir réfléchir aussi à des choix pour la suite, mais j'ai des gens qui viennent chanter, apprendre, se faire du bien. Donc, non, c'est important, je crois, d'avoir les deux dimensions, de se dire, tiens, je vais bien, du coup, j'y vais, je me fais plaisir. Et une autre manière de se dire, bon, là, ça va peut-être pas trop, peut-être d'avoir du recul, d'avoir quelqu'un aussi avec une distance qui me permet peut-être d'avancer différemment. Alors c'est des travaux en groupe, souvent, enfin, ça peut être personnalisé, mais en groupe aussi. Alors comment ça se passe? Il y a un groupe de 10 personnes, par exemple, donc, qui vont eh bien, vous suivre dans ce coaching. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors un atelier, souvent, on commence déjà sur ce qu'on appelle un cercle de parole pour aussi libérer sa voix. Déjà, oser s'exprimer en public, c'est pas facile pour les personnes les plus réservées ou quand on est dans un mal-être. Et après, on va faire ce qu'on appelle un training vocal. On va aller réveiller le corps, réveiller
réveiller la voix et on va aller découvrir nos différentes voix. Et après, on peut chanter des chansons ensemble, qui sont ce qu'on appelle des chansons soins, des chansons qui font du bien, qui ont été écrites par des auteurs-compositeurs à un moment donné par une émotion spécifique. D'accord. Du coup, ça nous permet de libérer des émotions et de partager avec l'autre. Or, surtout en ce moment, le fait qu'on soit beaucoup isolé, le fait de partager, de chanter, même de regarder quelqu'un et de donner sa voix, c'est magique. Et du coup, on se sent mieux, on ose faire plus de choses, peut-être exprimer des choses qu'on n'exprimerait peut-être pas même en individuel. Et ça fait un peu un atelier un peu cocon, où on se sent protégé, on se sent bien, ça fait du bien. Et puis ce qui fait du bien aussi, c'est se retrouver effectivement en groupe, parce que c'est vrai que dans ces conditions-là, vous allez créer une harmonie entre les personnes, avec des rythmes différents. Par exemple, chacun va faire son rythme pour pouvoir rentrer en communication. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est un outil en musicothérapie qui s'appelle le Circle Song, qui est un outil assez extraordinaire. C'est un outil d'improvisation où chacun va pouvoir donner sa voix. Donc, il y a des gens qui ont des petites voix, des voix aiguës, des voix graves, des gens qui ont un coffre, une puissance vocale. Et du coup, avec cet outil d'improvisation et de répétition, on va effectivement créer ce qu'on appelle une toile sonore, une improvisation sonore. Et là, il y a une libération. Et même notre voix, elle est changée après. Ça change quelque chose en nous. C'est une métamorphose. Moi, j'ai essayé avec toi. Et je m'en souviens encore. Et c'est vrai que c'est très bénéfique parce que quand on sort de là, effectivement, on a l'impression d'être défoncé, entre guillemets. C'est-à-dire, mais bien sainement. C'est une belle drogue. Quand tu parlais d'endorphine tout à l'heure, effectivement, c'est là où on voit que ça envoie des signaux et des signaux positifs. Et c'est vrai que la voix, l'intérêt, comme on le disait aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de se trimballer avec un instrument, etc. Sa voix, on l'a tout le temps. Comment bien travailler sa voix? C'est quoi le secret pour bien travailler sa voix? Alors, il y a une hygiène de vie, c'est important au niveau vocal, c'est-à-dire, bon là, j'ai pas d'écharpe, mais même été comme hiver, même en dormant, on a une écharpe effectivement pour protéger sa voix. Le tabac, voilà, éviter le tabac. Johnny, éviter, il fumait bien. Mais oui, mais bien ça donnait sûr, sa en voix tant aussi. qu'artiste, voilà, il y a des moments où on fumait, où on pouvait fumer tout au long de notre carrière. Il y a même des gens qui ont fait leur carrière aussi grâce à la cigarette, parce que ça change le timbre, bien sûr, mais dans le sens que, effectivement, si on veut lui faire du bien, on fait attention à notre alimentation, à notre environnement vocal, et surtout, on chauffe la voix. Même pour parler, voilà, même pour venir sur un plateau, c'est intéressant de chauffer la voix. Donc, on a plein de petits exercices le matin en se réveillant, qu'on peut faire dans la rue, sous la douche, dans la voiture, mais qui permet au moins d'avoir une voix chauffée. Parce que quand les cordes vocales sont à froid, c'est là où on se blesse. D'accord. Okay. Et on préconise ça aussi dans le cadre de thérapie, donc maintenant, de faire partie d'un groupe et d'aller chanter régulièrement. Oui, en musicothérapie. Alors, ça se fait depuis toujours. Nous, la France, c'est vrai que même si ça fait une vingtaine d'années, c'est vrai que les Québécois ou même les Américains le font un peu plus depuis longtemps. C'est effectivement des groupes de thérapie vocale où la voix va être vecteur, où ça va être le lien pour mieux se connaître, libérer des choses. Et c'est un cercle de parole. Donc, c'est un cercle thérapeutique qui reste dans les secrets professionnels. Et vraiment, ça nous permet d'oser. Peut-être oser dire des choses qu'on n'a jamais pu dire, qui sont intimes. Alors, pour chanter après, techniquement, alors tout le monde a envie de chanter. J'ai rarement vu quelqu'un... s'il y a des gens qui me disent j'ai une mauvaise voix, tout le monde peut chanter. Mais il y a des manières avec le diaphragme, justement, il y a des techniques. Et ça aussi, on les apprend lors de ces cours de chant. Oui, c'est-à-dire que moi, au départ, je suis professeure de chant musique actuelle, qui est différente des profs de chant classique, parce qu'on n'est pas sur les mêmes techniques de placement de voix. Alors, en termes de respiration, aujourd'hui, on a référencé à peu près 4 respirations. Moi, j'utilise une respiration, effectivement, dans l'enseignement, mais j'adapte aussi en fonction des corporalités, parce que tout le monde n'a pas la même capacité respiratoire. Donc, on a 4 respirations et on a quand même une respiration pour le chant qui nous permet d'avoir une grande puissance vocale et de ne pas être essoufflé et surtout de ne pas blesser les cordes vocales. Comment on fait? Comment on fait? Juste un petit exercice en direct là, sur Bordeaux TV. Si vous voulez. Alors, il y a la respiration de vie que vous connaissez souvent même dans les animateurs radio, même pour les comédiens, où on va effectivement inspirer
Donc le diaphragme, effectivement, le ventre va gonfler, donc le diaphragme va descendre, parce que c'est comme un accordéon, donc on va inspirer. Donc en inspirant, on gonfle le ventre, ça paraît Alors, complètement contradictoire. Ah mais non, Non, parce qu'en non. fait, ça c'est vraiment la respiration dite naturelle. Quand, C'est le en chien, vous dormant, inquiétez pas, c'est normal. Pardon. en dormant, quand vous respirez, quand vous inspirez, donc le diaphragme descend, le ventre gonfle, et quand vous expirez, le ventre, effectivement, donc, se vide et le diaphragme remonte. Ce qui est intéressant en chant, c'est quand on va soutenir, c'est qu'on ne va pas travailler forcément cette respiration qui est plus pour la voix parlée. Dans la voix chantée, à l'inverse, on va aller serrer le périnée, mettre le diaphragme en haut et on va aller travailler aussi avec la cage thoracique. Dans les 4 respirations, c'est que des fois, on fait le mélange des deux. C'est C'est-à-dire qu'on va aller serrer le périnée, travailler le diaphragme en haut et on va effectivement soutenir. Donc, vraiment mettre le diaphragme soit au milieu, soit en bas, soit en haut, mais sur des pressions de notes, soit graves, soit aiguës. Donc, en fait, il y a 4 respirations. Moi, je sais que j'apprends les 4 pour que les personnes après puissent s'adapter, mais ça dépend aussi des hommes, des femmes, de la corporalité et de cette capacité respiratoire. Mais il y a effectivement une respiration du chant qui, pour moi, est vraiment la meilleure et qui vient quand même du milieu classique. D'accord. Qui vient quand même du milieu classique parce qu'on voit les chanteurs d'opéra, ils ont une capacité respiratoire. Donc, dans le moderne, on l'utilise aussi. Moi, je sais que je jongle entre 2 respirations selon les répertoires. Voilà. En gospel, on est en voix pure, en voix pleine. Donc, on a l'habitude de chanter sans micro. Donc, c'est des puissances de voix. Donc, là où il y a du soutien. Il y a du soutien. Voilà, alors, sans rentrer trop dans la technique, déjà, vous pouvez chanter devant votre miroir, dans votre salle de bain, sous votre douche, par exemple, aussi pour vous faire plaisir. Parce que voilà, le principe de chanter, c'est se faire plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Merci à Florence. toi, Alors, Thierry. je vais juste appeler la Corse. Est-ce qu'Aline est en ligne, là ? Ah, donc on va prendre tout de suite Aline. Après, on verra avec Carole pour nous parler de comment se remettre d'une rupture. Sexothérapeute, c'est bien aussi sur le plateau. Salut, Aline. Salut, Comment ça va ? Donc- plutôt bien. Bon, ben là, on te voit très bien. Alors, donc, Aline, c'est un grand plaisir de t'interviewer. Alors, à distance, évidemment, en visio, puisque nous sommes à Bastia. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous parler, Aline, de ton établissement, s'il te plaît ? Alors nous sommes artisans chocolatiers à la base, donc on vend du rêve et on s'est spécialisé il y a quelque temps dans les produits d'épicerie fine qu'on peut voir derrière moi. Mais notre activité, notre passion qui nous a fait naître, ça reste quand même le chocolat. D'accord. Alors, tu t'adresses donc à tout le monde. Donc, tu as une boutique, comme tu le disais, en plein Bastia. Hein ? En fait, on a 2 boutiques. Ouais. On a une boutique en centre-ville de Bastia. On en a une autre là où nous avons notre laboratoire à Fouriane, où on a notre laboratoire de production. Et puis après, on a un kiosque aussi dans une grande surface, le Géant Casino. Et après, on a quand même une 40aine de revendeurs. Il y a de quoi nous trouver. Puis on a surtout une boutique en ligne avec un site internet. D'accord. Et donc, ta spécialité, c'est quoi, en quelque sorte ? Est-ce que tu peux nous montrer de tes réalisations ? Parce que je sais que ce sont des chefs-d'œuvre. Alors, au niveau des chocolats, on a vraiment beaucoup de choses. On a des tablettes, on a beaucoup de choses. Mais notre spécialité, ça reste le Twix. Le Twix, c'est une barre chocolatée qu'on a corcisée à la base. On est parti du Raider, là, du Twix, et on l'a corcisé avec du caramel beurre salé, du canistré, il y a un enrobage de chocolat. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est le produit que l'on vend le plus dans le magasin. Bon, après, on a plein de choses. On a des tablettes, on a des choses assez sympathiques et ludiques, c'est avec des marteaux. Après, on a des écrins de chocolat qui sont présentés comme ceci. Vous voyez, on travaille le chocolat, les ganaches. Oh, ça donne les envie, ça pralines. donne envie. Ça. Voilà, vous n'avez pas les odeurs. Mais si vous voulez, je vous amène dans le laboratoire voir la fabrication. Mais avec plaisir. Je vous dis, Il y a combien de personnes chez toi, Aline, qui travaillent ? je ne compte plus. On a 4 apprentis, on a 2 chocolatiers, on a 4 vendeurs. Je pense qu'on est à peu près une dizaine. Une dizaine. Voilà, donc l'équipe s'agrandit au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça c'est le laboratoire de production. Je vais vous faire un petit tour. Ouais. Alors là, on passe devant des machines. C'est ce qu'on appelle des enrobeuses. Donc vous voyez, le chocolat coule. Là, il y a Anaïs
qui est Bonjour, en train Anaïs. de... Je mets mon masque du coup. Il y a Anaïs qui est en train de faire des moulages de Pâques. Ça y est. Ouais. On est en pleine production. Là, on a nos apprentis aussi. C'est impressionnant, hein. C'est vraiment un atelier de fabrication de Ah, chocolat. C'est très impressionnant aussi. Là, on travaille les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Voilà, on travaille les moules, là ce sont des poissons, donc c'est projeté avec des appareils. Ici, vous allez voir sur la grille, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on commence à voir les sujets une fois qu'ils ont été démoulés. Ouh là 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 là. Et puis voilà, là il y a les petites mains. D'accord. Ils sont en train de travailler, je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont en train de travailler sur des cloches. On voit tout, c'est très bien filmé, hein. Tu es une très bonne cadreuse. Ils sont en train de faire des traits de déco. Après, on arrive à une autre enrobeuse. Là, on est du coup dans le chocolat noir. On travaille le chocolat au lait et le chocolat noir. Donc voilà, on racle. C'est bien de voir aussi l'envers du décor parce que quand on voit les moulages de chocolat dans les magasins, souvent on ne comprend pas le prix, on ne comprend pas le travail. On a l'impression que c'est sorti tout droit d'une chaîne d'usine, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui travaillent derrière et que vous voyez, par exemple, pour arriver à faire une couleur, vous voyez, il y a plusieurs couches à passer dans un moule. Il y a un équipement, vous voyez le laboratoire comme il est équipé. Faut savoir qu'une machine coûte 25 à 30 000 euros. D'accord. Donc je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup d'investissements dans un laboratoire de chocolat. Et il y a le cœur, il y a la passion, il y a la matière première que l'on utilise. Vous voyez ici, là, il y a une poule géante qui est en train, une fois que le chocolat il est pris sur le moule, là, il est complètement emprisonné jusqu'à ce que le chocolat puisse être démoulé. Il faut qu'il cristallise. Ça aussi, ça prend un temps fou. Donc, pour arriver à sortir un sujet, on ne se rend pas compte, mais il y a toutes ces étapes à passer. Vous voyez là, Anaïs, elle est en train de mouler, elle moule, elle gratte. Ça prend énormément de temps. Après, le moule, vous voyez, il est mis sur une grille, il va s'égoutter, et puis après, il va être encore raclé. Et puis à la fin, une fois qu'il sera démoulé, vous voyez ici, là, ils sont démoulés. Bien ensuite, il faut les remplir. D'accord. C'est-à-dire qu'on va les garnir. Et puis, vous voyez, là, c'est des petits singes. Et puis après, il faut les fermer. Il faut les obturer. Et puis, c'est pas terminé. Une fois que c'est obturé, on va continuer la visite. On arrive ici, dans la pièce où on les emballe. Ah, ok. Le packaging, Mais- justement, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Avec Anne-Charlotte. Marmotte. Donc, vous voyez, après, voilà, tout est fait à la main. Les nœuds sont confectionnés, chaque poule est enrubannée et ensuite, elle va être disposée dans un emballage. Alors, chez nous, on aime bien la déco. Donc, pour vous montrer un petit exemple, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Si, on voit très bien, ouais. Voilà, là, on y met de la paille, on remet des petits œufs, et après, c'est stocké dans des boîtes hermétiques transparentes avec une petite cordelette. Enfin, il y a vraiment un travail. C'est bien aussi de voir l'envers du décor. Vous voyez, par exemple, je vais vous montrer un petit canard. Voilà, après, nos emballages sont comme ça. Super. Eh bien, écoute, bravo Aline, c'est top ce que tu fais. Ça donne vraiment envie. Comment tu commercialises tout ça? Comment on peut acheter tes chocolats, par exemple? Moi, je vais en acheter demain matin. Je fais comment? Je t'appelle, mais autrement. Sur le site internet, il faut aller sur alinechocolatière.com. D'accord. Et là, on a commencé à mettre en place Pâques. C'est pas encore disponible, mais il y a tout au moins quelques photos. Après, vous savez, les sites internet, c'est comme des boutiques. On se rend pas compte aussi, mais il faut qu'on refasse des photos. Il sera beaucoup plus sympa dans un mois et demi, parce qu'on est en train de tout refaire au niveau des photos. Mais ça permet quand même déjà de pouvoir commercialiser un produit et de pouvoir se faire plaisir, même sur Bordeaux. En plus, Bordeaux, c'est là où on s'était rencontrés. Il y a, au niveau gustatif, ça va. Il y a du super bon vin, il y a de bons plats, enfin, on se régale. C'est ça. Et les Bordelais aiment se faire plaisir aussi. Et le vin et le chocolat, ça se marie très bien, hein. Ah, c'est excellent. Un bon vin rouge, bien tannique. Bon, il y a du vin corse qui est pas mal aussi, on en a goûté aussi. Ok, je t'entends plus, Aline?
Allô? Ah oui, là je Là. t'entends. Allô, allô? Je t'entends, je t'entends. Et écoute, merci beaucoup. En tout cas, on en profite, nous, pour saluer les Corses, hein, pour saluer Calvi, enfin toutes les villes de Corse, tous les gens qui font la Corse, tous ces producteurs qui sont venus à Bordeaux, que l'on attend et qu'on a envie de revoir, bien évidemment. Julien Pandolfi, la Cantina, bien sûr, à qui Et oui, on dit oui, bonjour. Julien, que tu embrasses bien fort. Hein. Ouais. C'est un mec extraordinaire. Je pense qu'il nous regarde ou qu'il nous regardera dans le replay. Et nous, en tout cas, on t'embrasse. Et puis surtout, on viendra te voir, Aline, si tu veux bien de nous. Cet été, à Bastia. Et de notre côté, nous, on t'attend à Bordeaux, les pieds bien ancrés en attendant le chocolat. Très grand plaisir. J'amènerai des Twix. Ok, ça marche. Bye bye. Merci, bye. Ciao, Au revoir tout le bye bye. monde. Ciao. Voilà, donc vous avez une idée un peu de ce qui se passe aussi en Corse, parce qu'en Corse, c'est vrai qu'il y a plein de produits, et cela, ça en fait partie. Je voulais valoriser aussi le travail d'Aline, parce que franchement, d'abord, elle est sympa, et puis elle fait du super bon boulot, et puis des chocolats qui sont extra. Voilà. Donc, après, Florence de Benji, qu'on a eu tout à l'heure par rapport à la voix, maintenant, nous avons Carole Théodore sur le plateau, et Carole, elle est sexothérapeute, et là, le sujet, c'est comment se remettre d'une rupture et construire ou reconstruire sa vie. Bonjour Carole. Et bonjour. Comment ça va? Super, merci. Alors bienvenue sur le plateau. Alors déjà on va parler de ton métier. Comment ça se passe? C'est quoi ton rôle exactement? Alors, moi, en tant que thérapeute, je reçois une clientèle en cabinet ou en consultation en ligne également, en visio notamment. Donc, je reçois des personnes qui viennent souvent en souffrance, donc il y a des troubles sexuels ou un mal-être général en fait qu'ils éprouvent dans leur vie. Voilà. Alors on parlait là en particulier parce qu'il y a plein de sujets à aborder, hein, on le sait. Hein, mais là, c'est comment se remettre d'une rupture pour reconstruire sa vie. Alors c'est vrai que quand on a un souci de cet ordre-là, surtout par les temps qui courent avec le confinement, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Les gens savent plus trop comment exister en fait dans le couple et comment effectivement arriver à atteindre une entente en fonction des éléments perturbateurs autour et de toutes les angoisses de chacun, de travail, des enfants s'il y en a, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, comment on peut se remettre d'une rupture amoureuse? Eh bien, en mangeant beaucoup de chocolat. Des chocolats d'Aline, chocolat corse. Non, on va s'apporter beaucoup de douceur, évidemment. Y a tout un processus, en fait, pour se remettre d'une rupture amoureuse. On va d'abord passer par plusieurs émotions. Donc, on va accueillir les différentes émotions qui nous traversent. Souvent, ça va commencer par la colère, l'incompréhension, le rejet. Donc, cette colère, va falloir accueillir cette colère et puis pouvoir l'extérioriser. C'est important de ne pas la garder en soi. Alors comment on l'extériorise? On fait de la boxe thaïlandaise par exemple? Par exemple, on peut effectivement à travers des activités sportives se défouler. On peut aussi à travers le chant, poser sa colère, exprimer sa colère à travers la voix. On peut crier dans la nature tout simplement. On peut écrire aussi, on peut poser des mots. On peut par exemple écrire une lettre à la personne qui nous a quittés, et lui dire tout ce qu'on ressent, et puis, mais sans forcément lui envoyer. Le garder pour soi. La garder ou la brûler ou la poster, mais sans le timbre, voilà. C'est important, vraiment d'extérioriser ses émotions. Donc après, il peut y avoir la tristesse qui arrive, il y a plusieurs phases, et puis c'est important aussi de se cajoler, pourquoi pas de se réunir aussi auprès de nos proches, de trouver du réconfort, de la tendresse auprès des siens, des amis, de la famille, etc. Ne pas rester seul. On a besoin comme un enfant, un temps, de se sentir dans cette souffrance et d'être pris en charge quelque part, pour pouvoir reprendre un petit peu d'oxygène, un petit peu de confiance aussi, parce que c'est vrai que c'est une expérience qui peut être très très douloureuse, la séparation amoureuse. Ça va toucher à tout ce qui est estime de soi, confiance en soi. Donc ça peut être vraiment très très violent. Donc c'est important de ne pas rester seul.
Mais c'est important aussi à un moment donné, quand on a repris un petit peu de souffle à travers l'extériorisation de nos émotions et à travers aussi le contact chaleureux de ses proches, c'est important à un moment donné vraiment de reprendre les rênes en fait, de sa vie, de ses émotions, de ce qu'on traverse et de se responsabiliser. C'est-à-dire que il va être fondamental de se retrouver seul pour pouvoir regarder ce que l'on souffre, ce que l'on ressent en face. On va surtout pas mettre un mouchoir. On va pas. Il faut la penser cette plaie. Il faut la guérir avant de la penser. On va pas la laisser pourrir. Donc on va regarder ses émotions en face et on va les laisser nous traverser. C'est hyper important. Et puis progressivement, on va progressivement se remettre sur pied. De toute façon, on meurt rarement d'une. D'amour. C'est quand même. Mourir d'amour. Mourir d'amour, on meurt intérieurement, quelque part, c'est une petite mort. On a l'impression qu'il y a une partie de soi qui nous échappe. C'est comme peut-être des pièces de puzzle qu'il faut réunir après. Donc voilà, en tout cas... Une chose c'est important, il y a une chose qui est importante là-dedans, c'est le manque. Alors le manque, c'est comme une drogue. Et c'est ce qu'il y a de pire, je crois, aussi dans les séparations amoureuses. On en a tous vécu, on en vit tous. C'est ce manque, ce besoin de toucher, ce besoin de retrouver la personne, cette espèce d'addiction. Il y a une addiction. Est-ce que c'est pas la première drogue existante, ça, l'amour ? En fait, ce sentiment de dépendance, il est lié à un sentiment très primaire, celui du bébé au contact du sein de sa mère. Un bébé, un enfant qui est dépendant de sa mère. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se rejoue à ce moment-là. Cependant, c'est important de conscientiser que nous ne sommes plus un enfant vulnérable. Tu n'es plus cet enfant vulnérable. Tu es devenu un adulte responsable, en pleine possession de ses moyens, qui n'est plus dépendant du sein de la mère. Et ça, c'est très important de se rappeler ça. Même si on souffre et qu'on a le droit d'être victime, de se sentir victime et de jouer les victimes le temps d'être cajolé, mais il faut très vite sortir de ça. On reste pas là-dedans. Voilà. Donc, il faut s'occuper de soi. Donc, en deux mots, si j'ai compris ça, il faut s'occuper de soi, il faut redevenir soi-même, il faut prendre sa vie en main, ne pas être dépendant affectif, c'est la pire des choses. C'est dur pour les uns, c'est dur pour les autres. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, bien sûr. En fait, il faut faire un retour sur soi. Il faut apprendre vraiment à devenir autonome. Et c'est ce qu'on apprend en thérapie aux personnes qui viennent nous voir en tant que thérapeute. On replonge dans leur histoire rapidement, sans faire 15 ans de psychanalyse, mais voilà, on replonge un petit peu dans l'histoire pour comprendre l'histoire du sujet, pour comprendre pourquoi il en est là aujourd'hui, et ensuite on vient l'aider, le guider à trouver des solutions en lui. En fait, on a vraiment toutes les ressources en soi. L'amour que l'on ressent pour quelqu'un, en fait, c'est l'amour que l'on a en soi. En réalité, on est comme deux prises indépendantes. C'est Isabelle Padovani un jour qui a dit ça et j'ai trouvé ça extraordinaire. On est en fait chacun comme des prises, en fait, mâle, femelle. Et quand on se connecte, on connecte les prises, c'est là où on sent en fait l'amour circuler, cette énergie qui circule. Mais en fait, les deux prises sont amour. Et pourquoi souvent on a besoin de l'autre pour sentir cet amour ? C'est parce que on a le sentiment d'être dissociés, d'être séparés les uns des autres, alors que non, pas du tout. On n'est pas du tout séparés les uns des autres. Et quand on se relie les uns avec les autres, là, on se sent vivant, on se sent plus vivant, on sent cet amour circuler. Mais en réalité, on est cet amour-là. C'est un coefficient démultiplicateur, le fait de voilà, exactement. Mais cependant, cette énergie, elle vient de chacun d'entre nous. Donc, c'est important de retrouver cette autonomie. Et voilà, ça se fait pas à pas. Mais il y a des prises de conscience, c'est un processus de prise de conscience. Mais c'est véritablement un retour sur soi. C'est important de prendre soin de soi, de rétablir son estime de soi, sa confiance en soi, de remettre de la joie dans sa vie à travers voilà, des activités très simples dans le quotidien. Et puis, c'est important aussi de se refaire une santé physique, parce que ça affaiblit énormément. Et quand on a remobilisé toute cette énergie, eh ben, on peut se fixer un nouvel objectif. Voilà. C'est important de toujours se dire, OK, je sors de cette crise, qui est un petit peu aussi une crise existentielle, quand même, la rupture amoureuse. Et donc, c'est important de se fixer un nouvel objectif, se dire, OK, maintenant que je suis requinquée,
faut que je me reprenne en main. Quel objectif je peux me fixer pour se donner une ligne de conduite et voilà, Et même- remobiliser cette énergie. Et même, je dirais même plus, même quand vous êtes en couple, il faut le faire pour Oui. éviter cette rupture. Parce que c'est un petit peu ça, en fait, qu'il faut anticiper. On parlait tout à l'heure de 60 000 rebonds avec des faillites. Hein, je ne fais pas de parallèle, mais vaut mieux anticiper pour éviter que ça arrive. Parce que, effectivement, c'est tout un travail en amont. Et c'est pour ça qu'aussi, le sexothérapeute est important en amont, pendant Oui. la relation, Oui, comme le tout à coach fait. voit, pour créer cette espèce Ouais. de fusion. On n'attend pas d'être au fond Voilà. du seau pour consulter. Hein, c'est ça. Mm. C'est-à-dire que si déjà vous vous sentez faible et puis avec une mauvaise communication dans le couple, eh bien, allez voir des personnes qui peuvent vous conseiller pour savoir les choses qu'il ne faut pas faire. Parce que l'émotion, c'est très bien l'émotion, mais si on parle sur le coup de l'émotion, on n'est plus opérationnel dans la communication. Voilà, d'accord effectivement, il y a, en tant que thérapeute, on vous apprend à gérer vos émotions, on vous donne des techniques pratico-pratiques à utiliser au quotidien qui vous permettent de devenir véritablement autonome. Mhm. Ça, c'est important. Soyez vous-même et soyez fort aussi dans ces moments-là. Et surtout, comme tu le disais aussi, important, la famille est très importante Oui, vous n'êtes aussi pas seul. d'être entouré. Ouais. Et ça, c'est capital. Hein. Nous sommes des êtres Mhm. sociables, on a besoin de... Qu'est-ce qu'on peut dire sur le rapport homme-femme? Alors, on dit les hommes fonctionnent pas de la même manière que les femmes. Alors, comment on doit aborder ça dans un couple, dans la communication dans un couple? Alors, je dirais que les couples communiquent, mais souvent communiquent mal. Mm. Il y a une mauvaise qualité, en fait, dans la communication, et c'est là le problème. Parce qu'on communique de plein de façons. Il n'y a pas que le verbal, hein, on connaît la communication non verbale. Il y a plein de façons de communiquer, mais on communique souvent très mal. Donc, on va déjà prendre conscience de ses propres besoins. Hein, ça, c'est important, parce que quand on communique avec l'autre, c'est pour lui exprimer quelque chose. On part de soi. On veut lui parler de quelque chose de soi, en lien avec soi. Donc, c'est important de prendre conscience de ce qui se passe déjà en soi. Ensuite, il y a des techniques, hein, il y a des méthodes très simples, comme la communication non violente, qui permet d'apprendre de façon très simple et sans jugement de l'autre, sans attaquer l'autre, mais en parlant de soi, de ce que l'on ressent, de ce que l'on a compris de ce qui se jouait et de ce que l'on souhaite, de ce vers quoi on souhaite aller. Donc il y a une co-création, on n'est plus en lutte l'un contre l'autre, mais voilà, on revient dans une entité de co-création, et là, voilà, on remet de l'harmonie, on remet certaine sérénité et de la joie. Rien n'est jamais perdu. Il y a souvent beaucoup d'espoir, hein, mais il y a parfois des couples qui se rabibochent pas. Et puis d'ailleurs, le couple est constamment en transformation. Ouais, c'est Quand les couples vous demandent, c'est plus comme avant, on aimerait être comme avant, se retrouver comme avant, comme dans les débuts. Non, on peut pas. Vous êtes vous-même en individuel d'autres personnes à chaque instant. Donc le couple aussi, c'est une troisième entité qui évolue aussi. Donc on peut pas vivre avec la nostalgie de retrouver un couple ancien. C'est pas possible. Et puis c'est pas naturel en réalité. Donc on reconstruit un nouveau couple en réalité. Hein. Voilà, on part sur de nouvelles bases. C'est le désir, en fait, faut être désiré, c'est le désir permanent de l'un vers l'autre, c'est-à-dire que se faire désirer aussi, c'est important ça. Ah oui, c'est important, évidemment, c'est important pour soi, c'est important pour l'autre, c'est important pour le couple. Le désir, c'est un moteur important du couple, hein. C'est le feu, c'est l'énergie qui vient faire vivre le couple. D'ailleurs, on ne parle pas que dans le désir que de désir sexuel, hein. Le désir, c'est avant tout une pulsion de vie, une énergie qui nous permet de nous lever le matin avec entrain, avec désir de vivre, de créer, de co-créer, d'aimer, c'est cet élan de vie. Et c'est important de conserver cet élan de vie dans le couple, et pour ça c'est bien d'avoir chacun son espace aussi, pouvoir se retrouver, se séparer entre guillemets un temps pour mieux se retrouver, avoir ses activités propres, ramener une énergie de l'extérieur à l'intérieur du couple. C'est très important, parce qu'à un moment donné, sinon c'est comme dans un bocal, et on manque d'oxygène, on s'étouffe, quoi. Et il y a une chose qui tue le couple, c'est la routine, évidemment. Ça, faut faire de l'anti-routine. Comment ça se passe? Alors, qu'est-ce qu'on doit provoquer? Quel est le jeu qui doit être mis en place pour faire en sorte que la vie soit pétillante du jour
du matin au soir et faire en sorte que les gens se disent, tiens, demain on va vivre une nouvelle aventure. Eh bien, c'est en lien avec le désir, ce dont on vient de parler en fait, et ça commence dès le matin au réveil. Nous, les femmes, c'est vrai qu'on a, comme vous, les hommes, mais on a besoin de toutes ces petites attentions, de ces gestes, de toutes les attentions qui peuvent être très agréables et qui vont susciter notre désir sexuel. Ensuite, vous voyez. Ouais. Donc, donc c'est entretenir en fait ce désir, se surprendre, essayer en tout cas du mieux que l'on peut d'offrir le meilleur de soi. C'est pour ça que c'est important d'avoir des temps pour soi, où on va se retrouver soi, on va reprendre un peu d'oxygène pour pouvoir amener un oxygène frais, une énergie fraîche au sein de l'entité du couple. Il faut se lâcher un peu la grappe de temps en temps. Oui, c'est important, oui, c'est important, c'est très important. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire et surtout s'appliquer à se projeter aussi sur des choses ensemble, sur des projets Bien pour sûr. avancer. Parce que c'est Bien pas sûr. seulement la famille, c'est pas seulement le Bien boulot, c'est sûr. aussi qu'est-ce qu'on fait tous les deux. Bien sûr, oui, il y a l'intimité du couple, évidemment, et ça a été un sujet assez épineux pendant les confinements. C'est ça. Mais effectivement, on a quand même toujours une possibilité de s'échapper un petit peu à travers un footing, une petite sortie sportive, si on peut voir, si on a des collègues de travail, des amis au boulot. Il faut essayer de conserver, malgré cette période que l'on vit là, qui est assez difficile, de conserver des moments pour soi, c'est fondamental, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme forme de tue-l'amour, par exemple? La jalousie? Oui, la jalousie, le langage, les attitudes au quotidien, la façon de se comporter avec Des soi, chaussettes sont avec pas l'autre. rangées, des trucs comme ça? Oui, les reproches, effectivement. On en connaît Ouais, tous. il y en a plein. C'est ça. C'est en fait, ce qui va être un tue-l'amour pour toi peut ne pas l'être ou pour peu toi. pour moi, en Ouais. fait. Ça, c'est propre à chacun aussi. C'est d'où l'importance de se parler vrai, en fait. En vrai. En vrai, Chez chez vous. vous. Merci Carole d'avoir justement reparlé de tout ça. Alors évidemment, si vous voulez bien vous entendre, communiquer au mieux, le mieux possible. Là, donc merci beaucoup Carole d'être venue sur le plateau. Merci. Florence. Et là, on va parler aussi de communication. Alors, c'est de la communication d'entreprise. On va parler de packaging exactement, enfin de comment redonner souffle à des produits. C'est Anne-Charlotte Barbaresco de l'ADI Nouvelle-Aquitaine qui va venir sur le plateau. À tout de suite. Salut Anne-Charlotte. Bonjour Kirill. Comment ça va? Très bien, Ça ça fait va. un grand plaisir de Ouais. te voir ici. Alors juste Romain, je pense qu'on a un projo qui a été déplacé là. Qu'il faudrait remettre s'il te plaît, merci. Je profite de ce moment-là pour remercier toutes les personnes qui sont à la régie, à la lumière, Romain qui s'occupe de tous les réseaux, qui s'occupe de la mise en place de ce plateau, Julie qui est à la régie, et qui nous donne bien sûr le meilleur d'elle-même, on le sait, c'est elle qui s'occupe de toutes les retransmissions, et c'est pas rien parce que c'est un travail vraiment de professionnel, ça fait déjà plusieurs années que Bordeaux TV fait ça, et notamment ici, nous sommes dans les studios de Camérac, nous avons déménagé, et ça nous fait un grand plaisir d'accueillir l'ensemble de nos invités et c'est pour ça qu'on a appelé cette émission En vrai chez vous et je repasse la parole à Anne-Charlotte. Alors Anne-Charlotte, donc est-ce que tu peux nous parler justement de l'ADI Nouvelle-Aquitaine et des actions que vous faites autour du packaging notamment? Oui, tout à fait, Du du design, packaging du design. et du design en général. Depuis plusieurs années maintenant, la région Nouvelle-Aquitaine et donc l'ADI, son agence de développement et d'innovation, soutiennent les prestations des designers dans les entreprises de la région et au sein des territoires également. Elles soutiennent les prestations, elles soutiennent l'embauche de designers également, parce que l'idée, c'est que quand une entreprise est confrontée à un sujet de diversification, de repositionnement ou même de développement, le design peut être une vraie valeur et aider le développement économique de l'entreprise sur ces différents points-là. Et donc,
La région, soutient de différentes façons, avec des subventions évidemment, mais également avec un plan design qui a été voté il y a quelques années et qui prend fin cette année. Et dans ce plan, il y avait un projet spécifique sur lequel je suis intervenue, qui est un projet de plateforme digitale qui propose aux entreprises et aux designers des ressources et de la sensibilisation sur le sujet du design. Donc sur le packaging, on en a parlé, on a vu dans la chocolaterie, c'est important, hein, la présentation, la marque également. Est-ce que le packaging correspond à la marque, correspond à l'expérience en magasin, au site internet? On va parler également de design produit, d'ergonomie, de fonctionnalité. Et puis, il y a des designs que l'on connaît un peu moins, tout ce qui va être design sonore, design de service, et puis parfois, on parle même de design et de stratégie. Donc, c'est vrai que c'est un mot qui peut faire un petit peu peur, parce qu'on imagine plein de choses, on pense créativité, création. Et en fait, c'est aussi un vrai sujet de stratégie pour les entreprises. De business, on l'a vu avec la société Hermat, par exemple, qui, donc, effectivement, ont changé le look, en fait, des produits pour se donner un nouveau souffle. Oui, un nouveau souffle sur toute la gamme de produits et du coup une équipe aussi qui a été dynamisée par cette nouvelle énergie avec une envie de vendre les produits, de les fabriquer, de les concevoir. Donc ça permet aussi effectivement une augmentation sur le chiffre d'affaires puisqu'il y a un nouvel attrait pour une nouvelle gamme de produits, mais ça permet de fédérer parfois aussi les équipes en fait autour d'un nouveau projet d'entreprise. Ouais. Alors je suis chef d'entreprise, j'ai un produit, donc je voudrais relooker en fait, et mettre dans ma stratégie vraiment et investir, etc. Comment je fais la démarche pour vous contacter un designer? Parce que c'est pas simple de trouver un designer non plus qui corresponde au projet. Tu as parfaitement raison. Alors on peut faire une recherche comme ça sur internet et puis mais on ne sait pas forcément comment on va trouver. Donc l'idée c'est d'abord de cadrer un petit peu le projet, de rédiger un brief et sur cette plateforme donc qui s'appelle Design en Nouvelle-Aquitaine, on explique comment préparer en amont déjà avant même d'aller solliciter des designers, de se dire quel est mon cahier des charges, qu'est-ce que je souhaite, quelles sont mes ressources à disposition. Et puis suite à ça, sur cette même plateforme, deux façons pour trouver un designer. On regarde sur la carte, il y a une cartographie qui est proposée et on peut par proximité en fonction de où on se situe, trouver les designers des environs avec des disciplines particulières ou sinon on peut déposer un appel à candidature. Donc là on rédige un petit peu un pré-document de briefing que l'on vient déposer, ça se fait, c'est très très simple, en 10-15 minutes on dépose ça sur la plateforme et suite à ça des designers vont pouvoir répondre à cet appel à candidature et déposer leur candidature. Et après tout se fait en ligne, on peut faire une présélection et nous à l'agence de développement et d'innovation, à l'ADI, on reste en proximité avec les entreprises qui en ont besoin, on peut s'appeler, répondre à des questions et puis suivre un petit peu toute la démarche. Comment ça se passe au niveau des aides justement? Parce qu'on parlait des aides, donc la région aide comment les entreprises pour développer ce concept de design dans l'entreprise? De plein de façons différentes. C'est ce qui est vraiment génial et assez unique en fait. Si on regarde un petit peu le panorama de toutes les régions en France, la région Nouvelle-Aquitaine est vraiment identifiée comme une de celles qui soutient le plus le design. Alors il y a des aides fléchées, on va appeler ça des aides au design, qui vont permettre de financer jusqu'à 70% de la prestation d'un designer. Ensuite, on peut intégrer des lignes design dans des demandes de subventions de recherche et développement. On peut solliciter aussi le financement du salaire d'un designer qu'on pourrait intégrer dans son entreprise. Et puis, il y a d'autres leviers, comme une toute première aide qui s'appelle la prestation Tremplin Innovation, qui permet de venir financer des premières études de design ou un prototype. Et puis après, il y a toutes les aides un petit peu nationales d'aide au soutien à l'innovation et à la recherche en général. Ça représente combien d'entreprises aidées? C'est une colle. Non, mais on avait un objectif dans le plan d'environ 500 entreprises aidées. Après, il y a différents niveaux d'aide, c'est-à-dire que si on regarde déjà, la plateforme, elle a été mise en ligne là au mois de décembre, janvier, et déjà on a eu plus de 5000 visites et 7 appels à candidature déposés. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt. Il y a vraiment un intérêt. Il y a vraiment un intérêt. Donc ça, c'est un accompagnement qui se fait en autonomie. Donc on va suivre au long cours ce que ça va donner à la fin de l'année. Et après, les personnes à l'agence de développement et d'innovation qui accompagne les entreprises sur le terrain. On peut dire qu'on accompagne une trentaine, entre 30 et 50 entreprises par an. Romain, je vais me mettre ici, là, sur ce siège-là, parce que comme ça on verra mieux. Anne-Charlotte, tu vois, je te fais en direct. Comment? Vas-y, c'est pas grave.
Vas-y, tu me remets cette caméra, comme ça je te vois et on a la caméra. D'accord, ici, ok. Et on te voit plus à l'écran. Faut toujours se caler. Et donc voilà, donc moi je fais ma démarche et effectivement, et voilà, donc vous avez aidé un certain nombre d'entreprises, vous êtes sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, hein, Exactement. aussi bien de Biarritz en passant par Limoges, Poitiers, on salue tout le monde d'ailleurs dans toute cette région de Nouvelle-Aquitaine, hein, puisque effectivement Bordeaux TV c'est aussi Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, c'est important, et donc vous circulez, en fait vos équipes vont sur le terrain en permanence. Complètement, oui. Alors effectivement, on a différentes antennes dans la région avec un gros effectif d'équipe sur le site de Pessac, mais on circule effectivement dans toute la région, on va à la rencontre des entreprises, on les écoute, on évalue leurs besoins, on identifie les leviers sur lesquels ils peuvent intervenir, que ça soit du design, mais d'autres leviers stratégiques également. Plusieurs disciplines sont à la disposition des entreprises au sein de l'agence. Qu'est-ce que vous pourriez nous citer comme exemple vraiment très très original sur lequel vous avez travaillé dernièrement et qui peut servir de référence aux personnes qui nous regardent, par exemple? Je vais revenir sur le sujet du design puisque c'est mathématique. On peut parler de design de marque également avec une entreprise que tu as rencontrée et qui s'appelle ETM Innovation. Les bouées connectées. Oui, les bouées connectées qui est basée sur le bassin d'Arcachon et donc qui a développé un nouveau produit et un nouveau service associé. Donc vraiment un projet d'innovation et sur lequel on a travaillé en termes de positionnement en fait. Toute la marque et toute l'identité visuelle, ça aussi c'est du design et c'est important pour toute la partie commercialisation. Eh bien on a travaillé avec une agence de design sur ce sujet-là. Donc l'agence a fait un travail en amont de préfiguration du positionnement. Ensuite, on l'a mis en relation avec des designers. On peut parler d'une entreprise dont on entend beaucoup parler en ce moment. Peut-être que vous la connaissez, c'est Kinat ou Ecomego, en fait, avec leur boîtier en fait, de récupération de mégots de cigarettes partout en ville, mais aussi également ailleurs en France, puisqu'ils recyclent leurs mégots de cigarettes. Et puis, il y a eu un travail à faire sur le boîtier, en fait, sur le cendrier de récupération, quelle forme on va lui donner, comment il va interpeller les gens, est-ce qu'il peut servir de signalisation également. Donc ça aussi, c'est du design produit. Et puis, il y a toutes les questions des usages et des usagers dans les entreprises avec... je sais plus. Non, il y a plein de retours. En fait, il y en a beaucoup. Et justement, sur la plateforme Design en Nouvelle-Aquitaine, on fait parler les dirigeants d'entreprise et les designers et on propose différents retours d'expérience, en plus des ressources pratico-pratiques. Alors, n'hésitez pas à aller sur cette plateforme. Alors, donc, on la répète. Design en Nouvelle-Aquitaine.fr. Donc, c'est design nouvelle-aquitaine.fr. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si les cadres sont bons. En tout cas, nous, on est très heureux de t'avoir accueilli. Merci beaucoup. Et d'accueillir tous les invités aussi que nous avons eus aujourd'hui. Je pense que j'ai oublié personne. En tout cas, nous, de notre côté, eh bien, on va retransmettre régulièrement des émissions sur Bordeaux TV. Si vous avez des idées, il ne faut pas hésiter à nous les donner. On sera toujours vraiment sensible à vos réflexions, en tout cas sur l'amélioration de l'émission et de tout ce que l'on fait en général. Ici, Camérac, c'est effectivement la possibilité de retransmettre des émissions. Vous pouvez créer des plateaux ici. C'est ouvert aussi pour les entreprises. D'ailleurs, on fait beaucoup de retransmissions digitales au niveau de WeFilm. J'en profite pour nous faire un petit peu de pub également. Et sachez qu'aussi, on a parlé beaucoup de développement personnel, mais aussi les week-ends. Ici, eh bien, on fait du yoga, on fait de la boxe thaï, on se ressource aussi pour être bien dans sa peau et bien dans sa vie. Voilà, nous on vous remercie, toute l'équipe de Bordeaux TV vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée et vous dit à très bientôt. Bye bye.